Ok, bonjour à tous. Et samedi matin, un peu tôt, on va essayer de vitaminer la matinée avec un symposium un peu choc. Voilà, donc savoir analyser l'échec pour repositionner la chirurgie au cœur du parcours patient. On est en train de parler du FBSS, donc le Fail Back Surgery Syndrome, ou bien Fail Back Spine Surgeon. Ouh là là, quel vilain terme, avec cette connotation de blâme pour les super chirurgiens qu'on est tous dans cette salle. C'est quelque chose qui est très très difficile à assumer de notre côté. On a tous des exemples de radios magnifiques comme vous voyez là à montrer à tous les congrès où on va, où les vis sont impeccables et sont en place bien sûr. On comprend pas pourquoi un malade viendrait avec des radios aussi belles et une douleur au niveau du dos alors qu'on a bien bossé. Et à l'image de ce congrès de Dubaï, là où je vous montre un petit peu ce qu'un grand chirurgien, un des plus grands chirurgiens de la planète arrive à dire en congrès, on se rend bien compte qu'en fait on a un mécanisme de protection en tant que chirurgien qui nous empêche, parce qu'on est fabriqué comme ça pendant notre formation et puis au fil de notre expérience, qui nous empêche d'avoir l'introspection nécessaire pour baigner finalement dans l'échec par rapport à ce qu'on essaie de faire au quotidien. Donc ce grand chirurgien de Los Angeles qui nous explique à cette table ronde qu'on faisait ensemble, j'ai opéré 2728 patients, touch wood, et on adore dire ça en congrès, je touche du bois, pas une infection quoi. Et on passe notre temps et notre vie à raconter ça en congrès. C'est quelque chose de très poignant par rapport à la profession de soins et d'altruisme qu'on est censé développer. Voilà, donc écoutons maintenant ce qu'un patient pense d'une arthrodèse, effectivement, une double arthrodèse qu'il a eue après 2 cures de hernie discale. Vous avez été opéré plusieurs fois, c'est ça? J'ai été opéré 4 fois d'une hernie discale. Aujourd'hui, vous direz que ces opérations vous ont rendu service, ou quand vous voyez votre état aujourd'hui, vous regretteriez de vous être fait opérer finalement? Sur les 3 premières opérations, c'était à faire. La dernière, j'aurais pas eu le choix. C'était à faire, mais à chaque fois vous alliez moins bien pour en avoir une après. Bah oui, mais bon, on écoute le médecin, et malheureusement. Et du coup, ça, ce qui a justifié d'en mettre une autre. Voilà, il a dit, il n'y a qu'une solution, c'est de rebloquer l'étage au-dessus. Mais là, vous aviez des fourmis, des brûlures dans la jambe, voilà. Tout ça. Et la 4e opération, donc du coup, elle a donné quoi? Bah, il a mis l'arthrodèse, mais depuis, de toute façon, celle-là, pour moi, elle n'a rien servi. En fait, c'est la même douleur que vous avez depuis 2009. Voilà. Aujourd'hui, vous trouvez qu'elle est moins forte, qu'elle est atténuée, ou elle vous pourrit la vie? Voilà, sans poliment, elle me pourrit la vie. D'accord. Si on n'a plus de vie. D'accord. On n'a plus de vie, on ne fait plus d'activité, je ne travaille plus pour l'instant. Je suis en arrêt depuis septembre. C'était compliqué, moi j'ai un caractère en plus. Mais du coup, non, si, il y a des moments où t'es infect. Quand je reprendrai, si je peux reprendre le travail, ça ira. Des moments où t'es infect, Ouais, puis on a la bonne femme à côté, maintenant t'es infect, etc. Changement de vie pour ce monsieur, quoi. Voilà, donc Fail Back Surgery Syndrome derrière, très très cuisant, on comprend pas pourquoi avec ces radios, ou bien des radios des fois un peu moins favorables, on peut avoir un patient qui va pas bien. Là, je vous montre juste au passage le niveau qu'il fallait synthéser sur le spondy. Donc on a les vis du dessus qui sont très hautes, et puis les vis du bas, vous allez voir, je vous expliquerai tout à l'heure où elles sont. Hier, on a vu que les opioïdes sont en augmentation drastique, que c'est un fléau, que c'est un désastre planétaire et qu'effectivement on a une consommation d'opioïdes qui devient cataclysmique et avec plus de morts par opioïdes aux États-Unis que de morts sur les accidents de la route. On peut s'interroger quand on voit le taux de fusion lombaire effectivement qui monte avec une courbe qui ressemble beaucoup à celle-ci, eu égard à l'inflexion qui correspond à l'approuve de FDA en 96 des cages. Et effectivement, c'est une augmentation de revenus, c'est une augmentation de travail. On se dit que les gens, a priori, ils ont beaucoup plus mal au dos aujourd'hui qu'il y a 30 ans. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est grâce à nous, à cause de nous? Est-ce que effectivement c'est quelque chose qui est fréquent, pas fréquent dans notre pratique? Parce que il y a peu d'entre nous, moi le premier, c'est difficile, qui revoient leurs patients après une belle radio à 2 ans, à 5 ans, pour essayer de voir comment ils vont. Et là, je vous montre une étude, une analyse assez poussée quand même. C'est pas une revue rétrospective du Poitou-Charentes, c'est un Lancet qui montre que 1/3 des patients qu'on opère vont pas bien. 1/3 des patients qu'on opère.
Donc, j'ai fait un DU rachis, on n'en a pas parlé une seule fois parce que c'est pas dans notre culture. Au quotidien, c'est pas quelque chose que j'essaie de me raconter le matin quand je me rase et que je vais au boulot parce que c'est difficile à assumer. Mais un tiers des patients qu'on opère vont pas bien. Donc, si vous prenez le total des chirurgies qui ont été faites en France du rachis, 61 000 chirurgies, je crois que c'était sur l'année 2014, puis vous dites qu'il y a 35% de patients qui vont pas si bien que ça fait 20 000 patients qui vont pas bien sur les 60 000 opérés. Il y en a 4 600 qui ont des douleurs réfractaires avec des EVA qui restent supérieurs à 5 malgré tous les traitements qu'on peut mettre en place. Vous faites la rétrospective sur les 25 dernières années, ça fait effectivement 115 000 patients qui vont pas bien, des chirurgies qu'on leur a effectivement imposées. Donc, faut se rendre compte que la qualité de vie de quelqu'un qui a un Feldback surgery syndrome, elle est inférieure à celle qui a un cancer métastatique ou un AVC. C'est 15% de qualité de vie sur les échelles européennes, donc c'est catastrophique. Les questions qu'il faut qu'on se pose, c'est essayer de rétablir la justesse et la justice de l'indication initiale, et c'est Jérôme Alain qui va nous en parler, les frontières mécaniques, neuropathiques, les écueils, et tout se conditionne au moment où on prend la décision d'un acte irréversible et d'une intrusion corporelle pour faire le bien, et c'est comme ça qu'on l'a appris dans nos études. Moi, j'essaierai d'évoquer avec vous comment analyser l'échec, et puis comment comprendre qu'un grand professeur de chirurgie du rachis, qui a effectivement arthrodésé un patient à plusieurs reprises, lui explique quand il revient et qu'il va pas bien que c'est dans son subconscient, la douleur. Intéressant quand même. Il y a Richard, avant de prendre son avion et de filer, qui va nous parler de la stratégie algorithmique qu'on peut essayer de déployer pour, une fois qu'on a essayé de comprendre ou de recenser notre échec, comment s'en sortir sur les décisions à prendre et les examens à faire pour prendre la décision, une fois encore, d'opérer ou de pas réopérer ce patient. Je suis assez content et fier qu'un orthopédiste vous parle de neurostimulation aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de faire du chemin. C'est Tanguy Vendeuvre qui va essayer de vous déployer le continuum qu'il peut y avoir entre l'indication initiale et puis un patient qui va franchir un jour, peut-être, pour certains d'entre eux, le cap de la neurostimulation. Et là, vous voyez qu'il y a encore du boulot, parce que quand vous avez un copain chirurgien du rachis qui vous adresse un patient pour neurostim après 4 arthrodèses et puis qui met dans son courrier que le patient vous tend en arrivant qu'il y a bien entendu l'inconvénient de nécessiter un truc permanent et tout, etc. Et puis que évidemment ça peut poser un problème de tolérance dans le temps. Bon, on a des études qui montrent que depuis 40 ans ça marche et que il n'y a pas de souci de tolérance, mais là c'est écrit. Bon, il y a amélioration de la qualité de vie peut-être, mais termes d'inconvénients, parce qu'il ne faut pas sous-estimer les inconvénients, quoi. Vous imaginez si un de vos copains généralistes qui connaît rien à l'arthrodèse vous adresse un malade et puis qu'il vous fait tendre un courrier qui dit à peu près 5 ou 8 fois dans le courrier qu'il faut surtout pas lui coller l'arthrodèse et que le patient vient voir pour ça. Difficile, quoi. Les bases sont fragiles, quoi, quand il faut avancer avec ce patient qui est en déroute. Voilà. Donc, on verra juste après, avant de finir, que l'intrication des facteurs psychosociaux et la façon dont le malade est fabriqué, où il a essayé de se refabriquer pour se reconstituer une identité à travers la douleur, ça intervient énormément dans l'indication initiale et puis dans les conséquences et tout ce qu'on peut lui proposer ensuite. Et on essaiera de mettre tout ça en balance avec Bertrand, avec une vision libérale, une vision hospitalière, pour repositionner la thérapie et la chirurgie au cœur du parcours patient. Parce que le pire du pire, c'est de croire qu'il y aurait une exclusion, une compétition, vice, autres techniques, etc. On est sur un continuum de patients, un réseau à monter, une collaboration à mettre en place, et c'est ça qu'il faut essayer de déterminer ensemble avec de nouveaux outils demain pour essayer de mettre un peu de GPS dans cette déroute qui, je vous le dis une fois encore, pour enfoncer le clou, caractérise un tiers des patients qu'on opère après leur chirurgie. Voilà, je vous souhaite un bon symposium.